Venez nous rejoindre, Manuel Valls. Alors vous aussi, vous avez une image assez caractérisée. Peut-être vous nous direz que c'est trop schématique, mais vous apparaissez, disons, comme le social-libéral du Parti socialiste, plutôt à la droite du parti, plutôt un réaliste, partisan d'un langage ferme. On vous a entendu d'ailleurs dans votre déclaration préliminaire tout à l'heure. Mais alors, première question, justement. Vous annoncez du sang et des larmes, en quelque sorte, des efforts en tout cas, parce que la réduction de la dette, ça vous semble être la priorité en France. En quoi votre programme se différencie-t-il dans la perspective qui est offerte à la société française de ce qui est fait aujourd'hui par la droite? Qu'est-ce qu'on aime les étiquettes dans ce pays? Mais depuis 10 ans, nous sommes passés de 900 milliards à 1800 milliards de dettes. Et il faudrait que la droite soit, elle, attribuée du qualificatif de réaliste et de sérieuse. Cette dette n'a cessé de croître, et en grande partie à cause de la politique fiscale de Nicolas Sarkozy au cours de ces dernières années. Mais c'est à la gauche de redresser le pays. Au fond, ce que nous demandons, et ce que je demande aux Français, c'est de nous faire confiance, à condition que nous leur disions la vérité, pour redresser le pays. Et oui, je le dis, l'effort qu'il faudra faire, à condition qu'il soit compris, à condition qu'il soit juste, d'où la réforme fiscale, l'effort qu'il faudra faire au pays, il est aussi important que celui que la France a dû faire après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le redressement financier de la France, est-ce que c'est la seule perspective qu'on peut offrir avant une élection présidentielle? Mais bien évidemment non, mais sans redressement financier. Si nous continuons, je le disais dans ma déclaration, ainsi, mais la France, elle peut être dégradée. Si nous perdons cette fameuse note AAA, dont personne ne comprend très bien de quoi il s'agit, mais les taux d'intérêt vont augmenter, ça va étrangler qui? Les ménages, les petites entreprises qui sont déjà aujourd'hui en grande difficulté parce que les banques ne leur prêtent pas. Donc s'il n'y a pas cet effort de redressement, d'équilibre de nos comptes publics, nous ne pourrons pas demain financer les politiques publiques en faveur de l'école, de la recherche, de l'innovation, soutenir la croissance. Être de gauche, c'est dire la vérité, mais c'est aujourd'hui redresser le pays. Françoise. Mais alors de tous les candidats, vous êtes vraiment le plus radical parce que vous dites... Non, le radical, c'est mon ami Jean-Michel Baillet. Radical dans le désendettement, je dirais. Donc vous dites, on supprime les niches fiscales, c'est-à-dire les allègements d'impôts, puis on les met tous sur le désendettement. Donc comment est-ce que vous financez vos priorités? Parce que vous avez aussi des priorités. Mais comment vous faites? L'effort que nous devons faire, c'est atteindre les fameux 3% de déficit autorisés par les traités européens. Nous nous sommes tous engagés en 2013. Mais comment le faire? Ça veut dire que tout l'effort sur les nouvelles marges que nous allons pouvoir obtenir en nous attaquant évidemment aux niches fiscales, au fur et à mesure que se mettra aussi en place la réforme fiscale, ces nouvelles marges, c'est à 100% pour la réduction du déficit. Mais alors là, à 100%. On ne peut plus rien promettre. Là, enfin, on est dans une situation où dès qu'un centime d'euro tombe, il est réaffecté pour éponger la dette. Ok, très bien, mais quelles sont vos marges de manœuvre? Mais je suis convaincu que, par exemple, on peut réformer l'école, l'éducation nationale, autrement qu'en mettant des moyens supplémentaires. Alors comment Mais notre système éducatif, il souffre de quoi? C'est quoi être de gauche? Vous m'interrogez au fond d'une certaine manière là-dessus. C'est se révolter contre le fait que l'école reproduit de plus en plus les inégalités sociales, culturelles et je dirais même ethniques dans notre pays. C'est ça être de gauche. Et vous dites que c'est pas une question de moyens. Une réforme pédagogique en profondeur. Il faut passer un contrat, nous le disons tous, avec des enseignants parce que leur formation a été saccagée. Il faut passer de 140 à 180 jours le nombre de jours de classe pour que les élèves bénéficient de davantage de soutien scolaire, de culture, de sport. C'est pour être tout à fait clair, puisque le débat existe en ce moment. Là où c'est nécessaire, notamment dans les quartiers populaires, là où il y a de très grandes difficultés, on voit bien qu'il faut faire baisser le nombre d'élèves par classe, 16 ou 17, et donc là il peut y avoir un peu plus d'enseignants, donc ça veut dire qu'il faut réorganiser. Moi je suis toujours étonné qu'à Évry, à la rentrée, il y ait des écoles où tous les enseignants soient de nouveaux enseignants. Là où c'est, dans certaines écoles, le plus difficile. C'est là où il faudrait les enseignants les plus expérimentés, ceux qui se sont préparés à ce formidable métier, au fond, donc le plus beau métier. Un nouveau contrat avec les enseignants avant des créations de postes. Une réforme des rythmes scolaires, une réforme de notre pédagogie. Mais c'est sur tous les sujets qu'il faut agir ainsi, en s'attaquant aux véritables inégalités, parce que nous ne pourrons pas dépenser un euro supplémentaire, et si nous voulons dépenser un euro supplémentaire, il faut le faire au détriment d'une autre politique publique. Fabien, peut-être sur la règle d'or. Oui, quand on vous écoute, on se dit, mais alors, pourquoi cette règle d'or qu'on a un peu expliquée il y a quelques instants, pourquoi pas l'accepter dès maintenant, pas la voter dès maintenant? Qu'est-ce qui vous en empêche, si ce n'est une posture politicienne? La règle d'or, il y a 2 ans,
je l'ai proposé dans un livre que j'ai publié, et de l'inscrire dans la Constitution. C'est formidable, comme ça vous êtes d'accord avec le chef de l'État. Non, parce qu'il ne le fait pas. Mais pourquoi vous voulez à tout prix nous mettre d'accord les uns et les autres avec Nicolas Sarkozy, qui a échoué, et alors que nous voulons tous tourner la page du sarkozysme et faire gagner la gauche. Mais cette opération, ce n'est pas une manière de blanchir le bilan que je viens de décrire. Les déficits ont explosé. Je suis pour qu'au début du quinquennat, on inscrive une règle d'or et qu'il y ait une loi de programmation pluriannuelle sur les recettes et les dépenses, parce qu'il faut arriver à cet équilibre. Si Nicolas Sarkozy voulait un accord avec l'opposition, parce que de toute façon, pour réformer la Constitution, il faut soit un consensus, une très large majorité, soit un référendum. Il devait alors entendre les propositions des socialistes, mes propositions sur le fait que, par exemple, nous devions revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui n'ont rien changé et qui ont détruit l'emploi. Il fallait revenir sur les niches fiscales, il fallait une tranche supérieure pour l'impôt sur le revenu. Il fallait donc entendre l'opposition. Un compromis, ça n'est pas une opération politicienne pour mettre en difficulté l'opposition. Il y a quelque chose qui est assez surprenant dans votre programme et là, qui vous distingue vraiment des autres socialistes, c'est que vous êtes le seul à plaider pour une augmentation de la TVA, à reprendre l'ancienne de la TVA sociale. Ah bon? Mais alors, vous ne lisez pas bien? Ah si. Bon, vous dites une TVA très sociale, j'ai noté. Oui, mais il y a un an, j'ai signé une tribune avec Jean-Marie Le Guen, le député, qui est aujourd'hui un des proches de François Hollande. Dans un livre, il y a quelques années, Dominique Strauss-Kahn faisait cette proposition. C'est une réflexion que beaucoup de chefs d'entreprise, et notamment des petites et moyennes entreprises, font. Oui, je pense qu'on peut utiliser la TVA pour un transfert des cotisations sociales vers la consommation, à condition bien évidemment que cela ne touche pas les produits de première nécessité. Cela nous permettrait aussi de protéger davantage nos emplois industriels, donc donner beaucoup plus de respiration à nos entreprises, protéger nos emplois industriels et avoir des recettes pour l'État. Mais que ce soit la réforme de la fiscalité, c'est-à-dire la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG et la retenue à la source, ou la réforme indispensable de la fiscalité locale qui doit accompagner une nouvelle phase de la décentralisation pour réformer l'État, tout cela va mettre du temps. Si nous voulons retrouver ces marges de manœuvre rapidement, la TVA sociale, la TVA protection, j'ai même inventé un néologisme, la TVA protectivité, c'est une manière, à condition aussi de donner de nouveaux droits aux consommateurs, combien de points en plus cette TVA, juste pour qu'on comprenne que... Mais elle peut être modulable, mais elle peut être autour de 2 points. Attendez, si je parle de redressement de la France, si nous considérons tous que nous sommes au bord du gouffre, les décisions que nous devons prendre, elles seront difficiles. Elles doivent être expliquées avant. Moi, je ne veux pas d'une victoire de la gauche qui soit suivie d'une rupture de confiance. Mais est-ce que vous ne craignez pas de... Oui, là, sur l'utopie, le pouvoir d'achat, dans ce que vous dites, il n'y en a pas beaucoup. Le salarié, quel est l'espoir quand il va vous élire? C'est de la sueur, des larmes Je n'ai pas utilisé ces mots. Le désendettement de la France, la première priorité. Le soutien à la compétitivité. Aujourd'hui, les grandes nations qui se préparent à affronter l'avenir investissent sur la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur, le soutien aux petites et moyennes entreprises, les PMI. Je rencontrais encore à Lyon toute une série de chefs d'entreprise. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer. Tout de même, quand on parle de réforme de la fiscalité, les grands groupes, et vous le savez bien, Françoise Fressos, ont une fiscalité autour de 8%. Les PME et les PMI, leur fiscalité, c'est 28%. Au cours de ces 20 dernières années, sur les 2,8 millions d'emplois qui ont été créés, plus de 2 millions l'ont été dans ces petites et moyennes entreprises, là où travaille l'immense majorité des Français. Donc la gauche, elle doit s'adresser à ces entrepreneurs, à ces chefs d'entreprise, à ces artisans, à ces commerçants qui font vivre notre pays, qui sont l'énergie de notre économie. Eh bien, si demain nous retrouvons la compétitivité et la croissance, alors à ce moment-là, oui, le pouvoir d'achat pourra augmenter. Mais promettre aux Français que nous allons augmenter les salaires aujourd'hui, c'est leur mentir et ils le savent bien. Alors il reste 3 minutes et précisément, c'est le moment de votre carte blanche, Manuel Valls. Vous avez souhaité parler d'intégration, de sécurité, d'immigration. Une question d'abord, parce que cette proposition aussi a fait pas mal de bruit. Vous êtes pour des quotas d'immigrés en ce qui concerne l'immigration de travail. Est-ce que ça ressemble à l'immigration choisie telle qu'on l'a connue ces dernières années? Je suis pour que les règles soient claires et je suis surtout pour réussir l'intégration. Et réussir l'immigration aujourd'hui, c'est réussir l'intégration de demain. Parce que être de gauche, c'est ne plus supporter ces ghettos territoriaux, socio-ethniques, cet apartheid qui mine notre pacte républicain. Et donc, si nous n'organisons pas l'immigration du travail, demain, nous risquons de nouveau d'avoir un échec en matière d'intégration. On établit chaque année le nombre des immigrés qu'on souhaite métier par métier. D'abord, il faut de la clarté sur notre système d'attribution des titres de séjour.
Aujourd'hui, les choses sont peu claires. Les gens vivent dans l'insécurité. Donc il faut des critères qui soient compris par tous, des critères pour régulariser, mais ça veut dire aussi qu'il y aura des reconduites à la frontière. Il faut une immigration du travail organisée, débat au Parlement, discussion et accord avec les partenaires sociaux, débat avec les pays d'immigration. Pour que ce soit bien compris par tout le monde, donc ce sont des quotas par métier, pas par ethnie. Mais évidemment, ce sont des quotas par métier, puisque aujourd'hui, nous le savons bien. Ouais. Aujourd'hui, nous le savons bien, nous faisons face à un certain nombre de difficultés dans un certain nombre de secteurs. Pourquoi les immigrés sont condamnés à travailler uniquement dans un certain nombre de restaurants? Pourquoi aujourd'hui, à cause de la politique de numerus clausus dans la médecine, nous devons demander à des médecins étrangers de venir dans nos hôpitaux? Il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut de la visibilité. Alors, un mot peut-être sur les... Contrat d'intégration. Je voudrais revenir un peu là-dessus. Comment est-ce que vous faites? Vous dites qu'il y a des problèmes, il y a des ghettos. C'est quoi votre mesure essentielle pour essayer de... Moi, je crois qu'il faut de nouveau faire aimer la France. La France, elle est grande quand elle est juste. Pas fermer la France, faire aimer la France. Je le dis parce que certains ont pu l'entendre. Elle est généreuse. Et donc, par le contrat qu'il faut proposer à ceux qui viennent, l'apprentissage du français, de nos valeurs, l'égalité homme-femme, la laïcité, nous pourrons intégrer. Et puis, il y a évidemment le défi que j'ai évoqué il y a un instant, qui est celui de l'école. Je porte cette idée de la nation, de la République. Et quand je parle de la laïcité, j'étais l'un des seuls parlementaires socialistes, l'un des seuls députés à voter la loi qui interdisait le voile intégral. Et heureusement, les sénateurs derrière Robert Badinter m'ont suivi quelques semaines après. Je suis le premier à avoir parlé de sécurité, parce que l'insécurité concerne les plus faibles, les plus populaires, c'est-à-dire ceux à qui on s'adresse. Je parle d'intégration parce que je veux réussir, évidemment, cette intégration. De sécurité et de justice. Alors, imaginons, vous êtes élu président de la République. Est-ce que vous conservez le principe, l'existence des peines planchées pour les récidivistes? Je crois qu'il ne faut pas bouleverser tous nos systèmes de justice. La justice est aujourd'hui en miettes. Et s'il y a une priorité financière, il faudra évidemment trouver de l'argent pour financer cette justice. Mais moi, je ne propose pas qu'on remette à plat l'ensemble de notre dispositif. Je veux plus de moyens pour la justice pour qu'elle soit plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, quand les décisions ne sont pas prises, notamment pour les mineurs ou les jeunes délinquants, c'est toute l'autorité de l'État qui est mise en cause. Il nous reste 30 secondes, peut-être une question encore précise. Les mineurs ou les jeunes délinquants, j'en profite, l'encadrement militaire, puisque c'est une proposition qui fait florès en ce moment pour les jeunes délinquants, vous y êtes favorable? Dans la proposition qui a été faite il y a quelques jours, ça concerne 200 jeunes. Mais on ne va pas retomber dans le panneau. Nicolas Sarkozy a échoué sur le travail comme il a échoué sur la sécurité. La violence sur les personnes ne cesse d'augmenter. 1 Français sur 5 se sent aujourd'hui en insécurité. Moi, je suis le garant de la sécurité. Et si la gauche parle clair sur ces sujets-là, comme je le fais, demain, elle peut emporter la confiance pour protéger les plus faibles et les plus modestes. Bien, les 10 minutes sont passées. Merci Manuel Valls. On vous retrouve vous aussi dans un instant pour le débat. Et nous accueillons maintenant Martine Aubry.